C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 116 du 12 mai 2025. Au sommaire aujourd'hui, Fierté Montréal transforme sa gouvernance et s'apprête à dévoiler sa programmation 2025, mais tout cela se fait sur un fond de conflit parce qu'il y a des groupes communautaires qui se retirent de Fierté Montréal. À la chronique Transatlant Queer, on revient sur la décision d'un tribunal du Royaume-Uni qui définit la femme à son caractère biologique seulement et exclut ainsi les femmes trans. Protéger nos enfants pour protéger les privilèges d'adultes. Eh oui, on parle d'adultisme avec la sociologue Gabrielle Richard qui a écrit un livre sur le sujet et on reçoit Simon Boulris. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer. Eh bien, allô, Christophe Gérard, ça va bien à Paris? Ça va bien, merci. Et toi, Denis Martin? Ça va très bien. Cette semaine, tu veux revenir sur une décision de justice au Royaume-Uni qui fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé exactement? Oui, en fait, c'est une décision de la suprême britannique qui a été rendue le 16 avril dernier et qui redéfinit officiellement le mot femme dans le cadre de la loi sur l'égalité de 2010. Alors, selon cette définition, désormais, ça donne en tout cas une définition désormais purement biologique de la femme. Ça signifie qu'une femme trans, même avec un certificat officiel de changement de genre, ne peut plus être automatiquement incluse dans tous des dispositifs ou espaces réservés aux femmes, cisgenres, comme les toilettes publiques par exemple, les vestiaires ou même les prisons, sauf mention explicite dans la loi. C'est un tournant important, je dirais même étonnant. Est-ce qu'il y avait un contexte particulier à cette décision? Oui, tout part d'un litige opposant le gouvernement écossais, qui souhaitait une approche inclusive, à un groupe conservateur, For Women Scotland, qui défendait une lecture stricte basée sur le sexe de naissance. Alors la Cour a tranché en faveur de ces derniers en affirmant que les termes sexe et femme doivent être pris et compris au sens biologique. Alors, on imagine, cette interprétation a été saluée par de nombreuses figures, parmi lesquelles J.K. Rowling, on le sait, très active sur ces sujets. Ouais, mais au niveau politique, cette décision est-elle semble plutôt bien accueillie, je crois. Ouais, c'est pas vraiment, hein. En tout cas, ça l'est et de manière un peu troublante, puisque le Premier ministre, Keir Starmer, qui est travailliste, a lui aussi salué cette décision en parlant d'une décision qui donne une réelle clarté, une position qui a surpris et surtout profondément déçu la communauté LGBTQIA+. Beaucoup espéraient du soutien de la part de ce gouvernement. Après des années de recul, au lieu de ça, ben, le Parti travailliste donne le sentiment de céder à une ligne plus conservatrice. Il y a eu des réactions fortes à cette prise de position. Très forte, et l'une assez récemment, puisque l'une des rares personnes trans élues au sein du Labour, Dylan Tippett, a claqué la porte du parti le 9 mai dernier, donc vendredi dernier, et dans un message qu'il a publié sur X, il dit: «Je ne peux pas continuer à représenter un parti qui ne défend pas mes droits fondamentaux.» Il parle d'un parti travailliste qui pousse les personnes trans sous le bus et accuse la direction d'avoir fait reculer les droits des trans de plusieurs décennies. Et ce sont des mots très durs, ça. Ouais, des mots durs, mais qui sont à la hauteur de la réalité vécue. Dylan Tippett raconte par exemple qu'après cette décision, les services juridiques de sa ville, de Plymouth, où il est conseiller municipal, lui ont conseillé de ne plus utiliser les toilettes pour hommes des bâtiments municipaux. Pourtant, il les utilisait depuis 3 ans sans le moindre problème. Et c'est pas le seul à subir cette bascule brutale, puisqu'il cite des lesbiennes perçues comme trop masculines à qui l'on demande des comptes dans les toilettes pour femmes. Alors, c'est une atmosphère de suspicion permanente qui s'installe. Et du côté de la société civile, comment ça réagit?
Mais il y a eu là un sursaut, hein, notamment avec plus de 400 personnalités du cinéma et de la télévision, comme Bella Ramsey ou le réalisateur Papa Essioudou, qui ont signé une lettre ouverte pour dénoncer cette décision qu'ils jugent dangereuse. Ils appellent les grandes institutions culturelles britanniques à se positionner, à garantir des environnements de travail inclusifs. Et c'est surtout 14 associations LGBTQIA+, qui ont demandé au Premier ministre une réunion d'urgence. Elles parlent d'une véritable crise des droits de la dignité et de l'inclusion des personnes trans au Royaume-Uni. Bon, on va utiliser un mot qui est à la mode, mais qui semble quand même, en fait, oui, qui pourrait être approprié ici. On parle de peut-être une dérive autoritaire ici. Ouais, une dérive clairement politique en tout cas, hein. Dylan Tippett, ça tire la sonnette d'alarme. Ce qui commence par les droits des personnes trans peut très vite s'étendre à d'autres libertés. Il évoque même le précédent américain avec, on le sait, la réélection de Trump et l'attaque contre les droits trans aux États-Unis, qui a ouvert la voie à des reculs plus larges, notamment sur les droits des femmes. Ce qu'il dit en substance, c'est ne soyons pas naïfs, cette exclusion ne s'arrêtera pas là. Bon, quittons le Royaume-Uni, on va prendre l'Eurostar, on s'en va en Europe, alors il y a des nouvelles là aussi. Oui, tout à fait. Et malheureusement, hein, la remise en cause des droits et de la dignité des personnes LGBTQIA+, pardon, ne s'arrête pas aux frontières britanniques, hein. Il y a deux études récentes, une en Belgique et l'autre en France, qui montrent que l'intolérance gagne du terrain, y compris chez les plus jeunes. Alors, on va commencer par la Belgique, hein, où une enquête relayée par plusieurs médias flamands révèle que près d'un jeune sur cinq estime qu'une agression homophobe peut être acceptable. Alors, c'est un chiffre qui est glaçant, d'autant plus que c'est la même proportion qui déclare favorable à la suppression du mariage pour tous. Alors, ce n'est pas qu'un problème d'opinion, hein, les violences sont bien réelles. À Bruxelles, trois jeunes, dont un mineur, vont être jugés prochainement pour avoir organisé des guet-apens via l'application Grindr. Alors, ce sont 8 victimes qui sont concernées, des attaques ciblées, préméditées. L'institution UNIA, qui lutte contre les discriminations en Belgique, a enregistré une forte hausse des signalements liés à l'orientation sexuelle. C'est 157 dossiers en 2023, dont 85 pour délit de haine, un chiffre record. Et La situation, oui, pardon, allons-y du oui, côté vas-y. français, oui. Ouais, la situation est tout aussi préoccupante, hein, surtout dans le milieu scolaire. Les dernières données du ministère de l'Éducation nationale montrent que des violences LGBT-phobes restent très présentes dans les collèges et les lycées, et particulièrement dans les lycées professionnels, qui enregistrent près de 23 incidents graves pour 1000 élèves, contre 6 dans les lycées généraux. Alors, ces incidents sont très larges, hein, puisque ça va des insultes, de la moquerie, des agressions physiques et du harcèlement. Dans plus d'un cas sur 10, la violence est motivée par une forme de rejet à l'origine, liée à l'origine, soit à la religion ou à l'identité de genre et également à l'orientation sexuelle. Alors, malgré des campagnes de sensibilisation, on le voit, l'école reste un lieu à risque pour de nombreux jeunes LGBTQIA+, comme le rappelait l'an dernier le défenseur des droits en France. Et les institutions, elles réagissent? Elle communique, on va dire ça, hein, mais sur le terrain, les moyens restent inégaux. En Belgique, seuls 14% des victimes LGBTQIA+ portent plainte. Ça en dit long, hein, sur la confiance envers les institutions. UNIA, que je citais tout à l'heure, et les associations réclament la mise en place d'un guichet unique pour signaler les violences LGBT-phobes, ainsi qu'un renforcement de l'éducation à la diversité dès le plus jeune âge, parce qu'aujourd'hui encore, même se tenir la main dans la rue peut suffire à déclencher une agression. Est-ce qu'il y a quand même des signaux positifs dans l'actualité queer, des raisons d'espérer? Ouais, hein, on essaie toujours de trouver du feel good, heureusement. Donc, et là, c'est plutôt inattendu. Ça vient de la Pologne qui vient d'annoncer la bonne nouvelle. Le 24 avril dernier, le comté de Lunkat, qui est dans le sud-est de la Pologne, a officiellement abrogé sa résolution zone sans idéologie LGBT. C'était la dernière encore en vigueur dans le pays. Des zones sans idéologie LGBT, là, de quoi il s'agit? Alors, ce sont des zones qui ont été adoptées à partir de 2019 dans près d'un tiers du pays par des élus, on sans doute conservateurs, sous couvert de protection des valeurs familiales, mais dont les faits, elles visaient à exclure les personnes LGBTQIA+ de l'espace public, à les présenter comme une menace idéologique, une forme de stigmatisation institutionnelle. Et Bruxelles avait d'ailleurs réagi très fortement et très fermement en supprimant certains financements européens. Donc, un revirement qui se fait sous des pressions économiques.
Eh oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Dans le cadre de l'OCAT, c'est le refus d'un soutien européen à son principal centre médical qui a accéléré l'abrogation. Alors, lors du vote, 15 conseillers contre 3 ont choisi de revenir sur la résolution. Un élu a même déclaré, je cite, «Nous devons penser à l'intérêt des habitants». Alors, c'est un signal politique fort. Est-ce que ça traduit un vrai changement de fond en Pologne? Bah, c'est encore fragile, hein, mais le contexte, en effet, a changé depuis décembre 2023. Avec le retour au pouvoir de Donald Tusk et de sa coalition centriste, la Pologne cherche à se réconcilier avec l'Union européenne et à rétablir un minimum de respect des droits fondamentaux, notamment pour les minorités. Et est-ce que ça veut dire que la situation des personnes LGBT+ s'améliore concrètement là, sur le terrain? Bah, si on en croit les associations de défense des droits humains, elles estiment que l'abrogation de ces résolutions est un pas symbolique, mais que les discriminations restent bien présentes dans la société. Il y a encore beaucoup à faire pour garantir une égalité réelle, mais on peut tout de même y voir un tournant, ou du moins la fin officielle d'un chapitre particulièrement sombre de la politique polonaise. Je vais sauter à ton autre nouvelle, une autre avancée ces derniers jours, et cette fois, c'est en France. Oui, alors on en avait déjà parlé l'année dernière puisque le projet de loi avait été présenté devant l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est le Sénat qui a voté en fait à l'unanimité, ça c'est à signaler, un texte qui reconnaît les injustices commises contre les personnes homosexuelles entre 1945 et 82. Alors c'est un geste fort porté par le sénateur socialiste Hussein Bourgi qui vise à réhabiliter toutes celles et ceux qui ont été condamnés à l'époque simplement parce qu'ils ou elles aimaient une personne du même sexe. Bon, on parle d'au moins 10 000 condamnations. Certains chercheurs avancent 50 000 personnes qui auraient souffert de ça. Cela dit, on parle d'excuses, mais est-ce qu'il y aura reconnaissance? Oui, mais est-ce qu'il y aura réparation? Non, en fait, le Sénat a retiré toute la partie concernant la compensation financière qui avait été présentée donc à l'Assemblée nationale l'an dernier. Alors, la loi va devoir retourner à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura un nouveau débat sur sur ces compensations qui étaient de 10 000 € et 150 € par année d'emprisonnement? Ça, c'est moins sûr. On est dans un contexte politique, on le sait, assez fragile. Ici en France, je ne suis pas certain que les députés décident de se battre pour ce genre de compensation. On va s'arrêter là-dessus, Christophe Gérard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette saison, puis on se revoit en septembre. Ok, bah, je te souhaite une excellente soirée et à très très vite. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On se souviendra donc des manifestations des dernières années. Ça avait commencé, vous le savez, avec les drag queens qui lisaient des contes dans les bibliothèques, pas dans les écoles, et puis contre ce qu'elles voyaient comme une propagande idéologiste de la théorie du genre ou de la folie wokisme. Certains disent que c'est une mode qui ferait que les jeunes veulent changer de genre et déserter en masse l'hétérosexualité. Or, leurs paroles, leurs désirs, leur capacité de s'auto-définir ne seraient pas crédibles, ce qui obligerait les adultes à les protéger d'influences nocives de la société, mais surtout d'elles-mêmes. C'est la base de l'essai Protéger nos enfants, écrit par la sociologue Gabrielle Richard, directrice également de la recherche au Gris Montréal. Bienvenue, Gabrielle, à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup, Denis Martin. Alors, à toutes nos personnes qui passent une première fois ici, on leur demande quel pronom et quel accord tu utilises. Alors, pronom elle, accord féminin. Merci de demander. Merci. Pourquoi écrire ce livre? Alors, grande question s'il en est. J'ai écrit ce livre essentiellement parce que j'ai beaucoup de formation de personnel éducatif en France dans les dernières années. Et je voyais que ce qui bloquait systématiquement, au-delà d'une compréhension des notions, c'était beaucoup le fait qu'on me renvoyait des questions qui pouvaient sembler banales, mais qui avaient en commun une espèce de trame narrative de décrédibilisation des enfants ou des plus jeunes personnes. Ça veut dire que j'avais face à moi des adultes qui me disaient « Oui, mais ils ne peuvent pas vraiment savoir à 13 ans qu'ils sont autre chose qu'hétérosexuels, autre chose que cisgenre. Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de jeunes trans et non-binaires maintenant qu'avant, cette idée étant que les jeunes, ce qui était sous-jacent, c'était que les jeunes se faisaient influencer, qu'ils étaient incapables de penser pour eux-mêmes. Alors, ce que j'ai vu rapidement en tirant cette ficelle-là en formation, c'est que ce qui se cachait derrière tout ça, alors oui, il y avait une question de queerphobie et d'hétéronormativité, mais il y avait une question de domination adulte. Alors justement, moi j'ai découvert un mot en lisant ce livre, le mot adultisme. Je vais te laisser le définir.
Bien, alors, le mot adultisme ou l'expression domination adulte réfère simplement à un rapport de pouvoir entre adultes et enfants, ou plutôt entre personnes majeures et personnes mineures dans une société donnée, dans un contexte où les privilèges sur le plan légal, économique, politique et autres sont accordés aux adultes et ne sont pas accordés aux enfants. Ce qui est sous-jacent à ça, c'est le fait qu'on considère que les enfants ou les personnes mineures ne seraient pas capables d'exercer leurs droits et seraient conséquemment à protéger par les adultes. Donc, c'est basé sur une bienveillance, du moins qu'on espère mettre en place. Mais très rapidement, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi une manière de ne pas donner la parole aux enfants et de ne pas écouter les personnes mineures dans nos sociétés. Donne-moi un ou deux exemples de comment ça s'exprime dans la société, ce genre d'adultisme. Bien, alors, je vais donner des exemples qui prennent pour cible les populations queer, parce que c'est particulièrement évident à l'heure actuelle. Par exemple, on parle beaucoup, médiatiquement parlant, de la prise en charge ou non de mineurs trans. Est-ce qu'on devrait permettre à des mineurs trans d'accéder à des bloqueurs d'hormones, d'utiliser leurs prénoms et pronoms choisis en milieu scolaire, etc.? Ça fait l'objet de tensions à l'échelle internationale. Pour autant, presque jamais dans ces débats-là, on ne donne la parole aux principaux concernés. On est vraiment sur des adultes qui se disputent entre eux, qui sont en désaccord entre eux sur ce qui devrait être mis en place, alors qu'on est sur une pratique qui, a priori, devrait desservir ou servir une population en particulier. Donc, l'absence des principaux concernés dans l'équation, ça parle aussi du fait qu'on considère qu'ils ne sont pas, que leur parole ne s'assume pas, n'est pas à la même valeur que celle des adultes. Tu as réussi à parler à des enfants, à des jeunes, des adolescents, adolescentes, et j'ai lu quelque chose qui m'a... Je vais essayer de le citer comme ça, mais moi, j'ai vécu ça. J'ai quand même 64 ans bientôt. Quand j'ai appris à mes parents que j'étais gay, ben oui, mais c'est parce que là, c'était pas encore... t'es trop jeune pour le savoir, t'as pas encore assez d'expérience. Et on dit ça encore. On le dit encore. Et ça laisse entendre quoi, ça, Gabrielle? Alors, ce qui est évident là-dedans, c'est qu'il y a un double standard. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dire de jeunes qui se disent hétérosexuels ou qui se disent cisgenres, donc s'identifient en conformité avec leur sexe assigné à la naissance, on ne va jamais remettre en question leur parole. On va prendre pour acquis que, certes, ma petite fille, tu as 7 ans, tu te vois mariée avec un homme, on prend ça pour acquis, on ne va jamais questionner ça. Alors qu'une jeune fille du même âge qui va dire peut-être que j'ai des attirances envers d'autres filles ou voire des femmes, on va tout de suite dire, c'est impossible, tu es trop jeune, tu n'as pas assez d'expérience, attends de voir si ça va changer, essaye peut-être avec un garçon avant, ce genre de choses-là. C'est des manières assez insidieuses de miner la crédibilité de leurs paroles et de ne pas les écouter, de ne pas leur donner le plein poids qu'on donne à leur père hétérosexuel et cisgenre. J'aimerais te poser une question très personnelle parce que tu en parles dans ton livre. Comment, toi, tu gères ça, cette relation d'adulte avec un enfant? Bien, tu me poses la question comme si j'avais une réponse simple. Je sais que la réponse n'est pas simple. C'est une question complexe. Déjà, minimalement, je pense que je me pose la question. Puis je pense que c'est déjà un exercice qui est particulier. Moi, je suis parent de 2 enfants, une adolescente, un enfant plus jeune. Et donc, constamment, au quotidien, je réfléchis beaucoup depuis les recherches et l'écriture de ce livre-là à quel point j'exerce une autorité qui est arbitraire ou au contraire une autorité qui a plutôt lieu d'être, qui est respectueuse de leur agentivité, disons. J'jurise pas constamment. Ce que j'essaie de faire quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand j'ai la bonne volonté, ce que je n'ai pas tout le temps, je pense que c'est important de spécifier, c'est de simplement quand je demande quelque chose en particulier et que mes enfants refusent de s'y prêter. Un exemple très concret, ma fille de 15 ans veut jouer aux jeux vidéo. Je lui dis, termine pour cette heure-là, s'il te plaît. Et elle est en désaccord avec ça. Je vais lui dire, écoute, moi, je suis parlable. Tu peux essayer de pousser ton point, tu peux essayer de m'expliquer pourquoi je devrais te donner accès plus tard que prévu. Moi, je suis préoccupée par A, B, C. Maintenant, si tu penses qu'il y a une alternative qui vaut plus ou mieux, qui va plus ou mieux nous desservir les deux, je t'écoute. Donc, une belle négociation syndicale presque. C'est pas évident. Je vous conseille pas de dire à vos enfants que vous travaillez sur la domination adulte. Ça leur donne des pulsions. Tu as fait un parallèle avec les personnes queer plus âgées. Oui. Parce qu'on se fait dire encore, tu sais, bien des choses, tu es queer, tu comprends pas. Donc, il y a même cette domination-là, se fait même envers des adultes. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, quand on est sur des jeunes personnes, c'est plutôt évident. Et d'une certaine manière, on s'y attend parce qu'on traite les jeunes queer comme on traite souvent beaucoup des jeunes dans nos sociétés. Mais ça détonne un peu plus quand on parle d'adultes queer qui vont parfois faire des coming out à un âge plus tardif.
mais qui vont souvent se faire ramener au fait, est-ce que tu sais véritablement, as-tu vraiment essayé? Est-ce que tu parles en connaissance de cause? Est-ce que tu ne cherches pas à attirer l'attention? C'est quelque chose qui était tellement prévalent qui, moi aussi, m'a surprise, bien que j'entends, bien sûr, les gens autour de moi me raconter ce genre d'anecdote-là. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est une manière aussi de dire, ce n'est pas le chemin attendu de toi. Est-ce que tu es sûr avant de t'écarter de la norme? La norme étant l'hétérosexualité, la binarité du genre, etc. Là. Peux-tu me dire en 30 secondes à qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse à toute personne qui est en contact avec des enfants, c'est-à-dire à toute personne dans la société. Et experts. Parents et professionnels, oui. Bon, et j'ai lu que tu pars en tournée bientôt pour former les gens sur ces questions-là. Je voulais te remercier. Donc, le livre s'appelle « Protéger nos enfants », publié chez Remue-Ménage, et c'est l'autrice et sociologue Gabrielle Richard que nous recevions. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors que Fierté Montréal annonce une réforme de sa gouvernance et s'apprête à dévoiler sa programmation pour son festival qui aura lieu du 31 juillet au 10 août, il y a des tensions qui surgissent entre l'organisation et des groupes communautaires. Certains se dissocient, d'autres appellent au boycott. On a appris la semaine dernière que le réseau des lesbiennes du Québec a quitté Fierté Montréal. C'est gros, ça. Et pour en parler, Samia Lamrini, c'est ça? Je prononce mal ton nom, je suis désolé, est présidente de LM Montréal. Je pense qu'on devrait dire LM Montréal. Très bien qui représente les communautés de la diversité sexuelle et de genre arabophone de Montréal. Rebienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci, Denis Martin. Merci de m'accueillir. Alors, plusieurs groupes communautaires, dont LM et le RLQ, ont quitté Fierté Montréal. Pourquoi? Écoute, quand on s'était vu la dernière fois, c'était pas pour parler exactement de ça, mais on avait commencé des échanges avec Fierté Montréal pour essayer de les convaincre de prendre, pour LM en tout cas, de prendre position par rapport à ce qui se passe en Palestine. Mais depuis, d'autres dénonciations sont sorties, notamment de groupes artistiques, pas juste communautaires. Je pense à Blush, Discogno, Lui et Sweet Like Honey, qui sont des groupes saphiques, donc de la communauté surtout lesbienne à Montréal, qui ont dénoncé des comportements hyper problématiques dans la gouvernance de Fierté Montréal. Et le réseau des lesbiennes du Québec, comme à chaque fois, c'est les lesbiennes qui prennent les devants, ont décidé de nous contacter pour essayer d'avoir un peu plus d'informations, un peu plus de contexte pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et après cet audit, si on veut, ou en tout cas ces consultations, le réseau a décidé de se retirer parce que les valeurs de fierté ne nous représentent pas. Bon, récemment, Fierté Montréal... En fait, j'aimerais qu'on donne des exemples. On a parlé de Gaza ou du conflit en Palestine. Là, on reproche quoi à Fierté Montréal? Là, ce sont des abus de pouvoir, ce sont des dénonciations aussi au niveau des contrats qui ne sont pas respectés. Il y a eu aussi des personnes qui ont fait vraiment... Ils ont décrit la situation au complet, là, notamment Carolina de Discogno, mais c'est des problèmes très graves à l'interne, notamment au niveau de la programmation. Donc, des artistes qui n'ont pas été payés, encore une fois, comme je dis, abus de pouvoir avec des personnes employées de fierté. C'est vraiment, vraiment très grave. Mais on parlait du génocide à Gaza. Oui. Pourquoi ça? Parce que c'est quand même assez loin. Pourquoi Fierté Montréal aurait un problème là? Nous, avec Helem, Moubadarat et Voix juive indépendante, l'année dernière, ce qu'on voulait surtout, c'est que Fierté se positionne et dise que c'était pas correct de tuer des gens. Donc, le génocide qui se passe en Palestine. Les autres, évidemment, éléments qu'on avait mis de l'avant, c'était tous les partenaires financiers de Fierté Montréal, notamment la Banque TD. La Banque TD qui a beaucoup d'investissements en Israël, mais aussi d'autres partenaires, notamment Bob Lee, Pepsi, etc. On les avait toutes nommées. On avait rencontré le CA, on avait rencontré Simon Gamache, le directeur général aussi. Et après beaucoup d'échanges, je dirais même des négociations, on a finalement été ghosté, si je puis dire. On n'a pas eu de retour. Pas eu de retour. Et, il y a quand même récemment, Fierté Montréal publiait une lettre publiquement pour expliquer que l'organisation avait fait des erreurs, reconnaissait qu'il y avait des erreurs, mais c'était de bonne foi, c'était pas de mauvaise foi. Et qu'elle vous tendait la main, vous ne l'avez pas prise à ce moment-là? C'est juste pas vrai qu'ils ont tendu la main, en fait. C'est malheureusement des mensonges, j'aimerais dire autrement, mais on a tellement cogné, Denis, là, on a cogné, puis on nous a jamais ouvert la porte. Ça va prendre quoi pour que ça soit envisageable de voir une réconciliation? On ne demande pas de grand gestures. Rendu là, je pense que tous les messages qui viennent de la part de Fierté, c'est on va rectifier le tir, on va expliquer ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de prise de responsabilité. Ouais. Prendre responsabilité des erreurs qui sont arrivées, il y a des choses qui sont arrivées. C'est pas normal qu'il y ait plus de 10 organismes qui dénoncent Fierté.
Ouais. À un moment donné, le dénominateur commun, c'est pas nous, c'est l'organisme qui est Fierté Montréal, le festival qui est Fierté Montréal. Donc, je pense que tout ce qu'on veut, au final, je vais pas parler pour les autres groupes, mais au moins une reconnaissance des torts, une prise de responsabilité, une responsabilisation et des excuses. Des excuses. On n'a pas eu ça encore après. Mais j'avais lu que vous un demandiez an. aussi le départ de Simon Gamache, le directeur général. Ça, encore une fois, c'est une des demandes de Helem parce Ouais. que on parle de l'année dernière, mais ça fait 3 ans que Simon est en poste. Encore une fois, je veux pas qu'on pointe du doigt, mais il y a un dénominateur commun qui fait en sorte que ça fait 3 ans que ça va pas super bien. Je sais que ça va pas bien depuis encore plus longtemps, mais je parle de mon expérience à moi depuis que je suis présidente avec Helem. Il faut trouver un dénominateur commun, puis tous les yeux visent Simon. Il faut encore une fois se demander pourquoi. Alors, les organismes qui ont quitté, certains du moins, ont créé leur propre fierté qu'on appelle de Wild Pride, fierté sauvage. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Je suis une des organisatrices, collaboratrices de Wild Pride. Honnêtement, ce que je peux en dire, c'est qu'on espère que ce sera beau. Fierté nous a déçus aussi parce qu'on ne s'y reconnaît plus. Moi, je suis allée à ma première fierté en 2014. C'était la première fois que je voyais un drapeau marocain puis un drapeau gay ensemble. Puis c'est la première fois que je me sentais vue, que je me sentais représentée, que je me sentais bien. J'avais le droit d'être qui j'étais. Donc, fierté, j'aime ça. C'est pas que j'aime pas ça. Ça me fait de la peine de plus pouvoir y participer. Mais vu qu'on ne peut plus y participer, vu qu'on n'est pas les bienvenus apparemment, on a décidé de se réapproprier notre fierté. Et ça aura lieu quand? C'est en même temps? Ça va être en même temps. Oui. On a notre première rencontre de type Assemblée générale le 15 cette semaine à Le Guélion. J'invite tout le monde qui est intéressé à venir. Le Guélion, qui est une librairie ici à Montréal, Oui, librairie exactement. féministe et queer. Exactement, C'est dans le village. en plein village, oui. Exactement. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens puis qu'on puisse construire notre fierté ensemble. Comment vont les personnes de nos communautés, des communautés queer arabophones à Montréal, avec tout ce qui se passe quand on suit ce qui se passe à Gaza? Est-ce que tu peux me dire un petit mot là-dessus? Je n'avais pas prévu cette question-là, mais je pense que c'est important de le mentionner. Merci de la poser. Je pense que la réponse est évidente. On va pas bien. Demandez à vos amis arabes, vos amis nord-africains comment ils vont. On va pas bien, mais on continue d'avancer. On veut que ça change et voilà, je pense que ce qu'on réalise avec tout ça, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la communauté. Et bien que Fierté dise que c'est ce qu'elle veut construire de la communauté, clairement, on prend soin de nous-mêmes et on prend soin de nous-mêmes en communauté, dans les communautés qu'on crée ensemble. Samia Lamrini, merci, présidente de Helem. Helem qui veut dire espoir, si je comprends bien. Qui veut dire rêve. Rêve, Oui. excuse-moi, oui. Oui. Merci beaucoup. Merci de Et nous allons nous parler à Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, plus tard à l'émission. Un souci d'horaire a fait en sorte qu'il sera avec nous dans la deuxième demi-heure. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. En deuxième partie, après les Simones, pour ceux qui ont vu la série télévisée, vous allez avoir les Simons. Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, et Simon Boulris, notre auteur hyperactif préféré. À tout de suite. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Notre prochain invité a publié, je les ai comptés, puis il va me corriger si je me trompe, 48 livres, romans, poésie, textes de théâtre, écrit 12 pièces de théâtre, 4 séries télé, tout cela en à peu près 20 ans, à peu près 20 ans. En plus, on le voit à la télévision, on l'entend à la radio comme chroniqueur. Ah oui, puis il joue souvent dans ses propres séries de télé. Puis il s'est farci un séjour à Big Brother Célébrité récemment. Salut Simon Boulris. Salut Denis Martin. Est-ce que j'en ai oublié? Ouais, ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. Comme c'est ta première entrevue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on a l'habitude de demander aux gens quel pronom et quel accord ils utilisent. On va avec le « il ». Avec le Ouais, il. absolument. Alors, tu nous reviens de Cannes où tu as présenté ta nouvelle série intitulée « M'infiltrer dans ta vie ». Qu'elle raconte cette série? Bien, je dois dire qu'à la base, c'est un truc que j'ai vraiment vécu. Donc, c'est une série en partie autofictionnelle. Alors, je vais contextualiser, puis après ça, je vais parler de la série. Vas-y, Alors, pas de problème. secondaire 5, il y a un nouvel élève qui rentre dans la classe et qui s'installe à côté de moi dans mon cours d'anglais. Puis je le trouve assez mignon. Alors, il faut parler pendant 5 minutes avec un de nos voisins. Et donc, je le choisis spontanément. J'y parle pendant 5 minutes. Oui, spontanément. Aucun arrière-pensée. Voilà, exact, dans un anglais qui est très fragile. Ça, c'est mon anglais. Alors, ça ressemblait à « Oh, I love Vincent Van Gogh is my favorite painter. And you, I love Friends. Phoebe is my favorite character. » Et là, lui, son anglais était excellent. J'étais vraiment impressionné. Et le cours d'après, il s'est installé dans le fond de la classe. Puis là, je me suis dit « Ah, il veut pas être mon ami, naturellement. » Et au bout d'un mois, il a arrêté de venir à l'école et j'ai demandé à la professeure pourquoi Dave ne vient plus à l'école, que s'est-il passé? Et elle m'a dit, je suis pas censé te le dire, mais je vais te le dire. C'est un policier qui s'est infiltré à l'école pour voir qui vend de la drogue. Et il avait bien vu que c'était pas moi. Donc, il s'était assis au fond de la classe. Et donc, je trouvais ça quand même un peu fou comme situation d'avoir un agent d'infiltration qui s'était infiltré dans mon école. Et je me suis dit, et si je m'étais, moi, infiltré dans sa vie à lui? Donc, la prémisse, c'est un jeune queer de 16 ans qui s'infiltre dans la vie d'un policier qui s'est infiltré à l'école. Donc, il le suit en filature après l'école. Et il est le seul de toute son école à savoir que c'est un policier. Donc, il embarque un peu dans l'enquête. Ah ouais. Et donc, c'est sur une amitié improbable entre un jeune queer de 16 ans et un policier qui a peut-être 26, autour de 26 ans, qui fait un peu plus jeune et donc qui va développer une amitié improbable, voilà, entre les deux. Là, tu te promènes vraiment sur la ligne, hein, parce que, bon, il n'y a pas rien de plus intime que le fait qu'ils veulent être amis. Parce que là, non, là, on n'est pas dans un chouchou 2. Non, je te rassure, on est simplement... On va en parler, mais oui. Non, on est juste dans une amitié, absolument pas. C'est une série qui va assez loin, je dirais, par rapport à la drogue. Et moi, j'étais pas trop au courant de ce qui se tramait quand j'étais jeune dans mon école secondaire. Je consommais pas. Mais n'empêche que écrire cette série-là aujourd'hui, c'est dans le ici maintenant, en sachant qu'il y a du fentanyl maintenant dans les drogues qu'on vend dans les écoles. Donc, évidemment que je me suis beaucoup plus documenté que ce petit souvenir un peu furtif et Guilleret. Là, c'était pas du tout Guilleret dans ce qu'on vit présentement. Il y a quelques décès qui ont été... on a vu ça dans les 2 dernières années. Donc, ça vient colorer différemment la série télé. Et c'est Éric Piccoli qui la réalise, celui qui avait fait « Je voudrais qu'on m'efface ». Oui. Donc, on connaît un peu sa caméra qui est très, très effervescente et une caméra qui est un peu grise. Hein, c'est un peu sombre. Moi, je suis dans un univers un peu plus coloré. Donc, c'est la rencontre de nos 2 univers. Mais naturellement, que c'est une série qui est peut-être un peu plus sombre que, par exemple, 6 degrés, que j'avais écrit, qui est les personnages qui ont le même âge, sensiblement. Quelle réception? Parce que là, ça a été joué à Cannes. Ça a été présenté à Cannes. Alors, quelle réception tu as eue? Vraiment très, très bonne. Mais je dois dire que j'étais un peu étonné parce que on a tourné la série l'automne dernier, série dans laquelle je joue l'enquêteur de police. Je fais le pas fin qui engage donc l'agent d'infiltration. C'est mon premier rôle de pas fin. Tu te donnes des beaux rôles, là? Je me suis donné... Ben, en fait, je sens que Éric Piccoli était étonné que je me donne ce rôle-là. J'avais pas envie de jouer un professeur. Il y avait un rôle qui pouvait me convenir. Tu l'avais déjà fait de toute façon. Je l'avais déjà un peu fait. J'avais envie d'aller ailleurs. Puis je savais que je pouvais jouer ça. Éric, je pense qu'il était pas convaincu. Puis à la première journée de tournage, il m'a pris dans ses bras en me disant « Merci. Merci. » Donc, je pense que je l'ai rassuré. Et moi, j'ai un peu manqué les montages parce que, on va en parler tout à l'heure, mais j'étais à Big Brother, donc je n'ai pas vu tellement les épisodes se monter et ni la candidature être proposée à Cannes. Et donc, le jour où j'ai quitté Big Brother, je suis à l'hôtel pendant 4 journées. Je ne dois pas être vu. Et mon agent me contacte et il me dit « Tu t'en vas à Cannes. » Je dis « Mais comment ça, je m'en vais à Cannes? » Ben, avec M'infiltrer dans ta vie, la série est retenue. Et moi, je suis pas très... je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition quand je suis sorti d'école et je suis plus comme ça depuis quelques années. Mon ambition s'est dégonflée avec les années. J'étais un peu plus relax, puis je suis pas très glamour. Donc, Cannes, c'était pas quelque chose qui m'attirait tant que ça. Ça m'avait attiré par le passé, mais on dirait que j'ai fait un peu le deuil de cette carrière-là internationale.
Mais je dois dire que c'est un peu excitant quand même monter les marches, surtout quand tu es dans une équipe qui est tellement soudée, et c'était le cas. L'équipe d'Éric Piccoli, c'est Zone 3 qui a produit, c'est vraiment une équipe tricotée serrée, et c'était un peu magique. Tu sais, la montée des marches avec nos noms, puis l'effervescence que ça représente. J'ai vraiment aimé ça. Je dis pas que j'ai hâte que ça revienne dans ma vie, mais c'est comme une bulle, un petit peu glamour, puis ça se prend bien. Tu sais, on met nos plus belles toilettes. Ah, j'ai vu que tu étais très coloré. Ben, j'étais très coloré parce que je suis pas du genre à porter des vestons un peu rigides, là. Ben oui, j'étais moi-même, oui. mais c'est ça, c'est Cannes série, puis ça a été la croisette, c'était un peu excitant. Bon, alors ça va être diffusé cet hiver, l'hiver 2026, oui. à TV5 Uni, sur la plateforme et aussi, j'imagine, sur les diffuseurs en ligne. Ouais. Ton autre série que tu as fait avant, parce que je veux tu parles de choses autobiographiques. Ouais. Alors, tu as une autre série qui parle un peu de toi, qui s'appelle Géolocaliser l'amour. Ça parle de toi, là, je me trompe pas, là. Ah, c'est une vraie autofiction. D'ailleurs, ça part d'un roman autofictionnel, qui était le titre éponyme, que j'ai fait paraître il y a quand même plusieurs années, c'est en 2016, je crois. Et ce livre-là, j'avais le désir de le mettre dans un autre écrin. Puis je trouvais que la série web, il y a beaucoup de liberté. Il y a peu d'argent en série web. Puis je trouvais que c'était comme l'écrin parfait pour décoller un peu dans la poésie, dans le dessin, dans les poèmes. Il y a une surimpression de poèmes dans cette série-là. Puis c'est Nicolas Legendre qui a fait la réalisation. Et c'est une série qui j'aurais dû l'accompagner un peu plus parce qu'elle a voyagé beaucoup dans plein de festivals. Ouais. Et j'étais un peu timide à ce moment-là. Donc là, j'ai l'impression qu'avec M'infiltrer dans ta vie, j'ai peut-être vécu un tournant de j'ai envie maintenant d'accompagner mes séries à l'étranger. J'osais pas le faire par le passé. J'ai même récolté quelques prix avec Géolocaliser l'amour, dont des prix d'interprétation en Argentine, en Italie. J'aurais aimé ça être là. Tu sais, j'aurais aimé ça me payer la traite puis aller récolter ces prix-là. Puis d'apprendre à dire « gracias ». Oui, apprendre à dire merci dans d'autres langues. J'aurais aimé ça, mais on dirait que ça m'intimidait beaucoup, ces affaires-là. Puis là, je viens de me dégêner. Tu m'étonnes, je te pensais pas comme ça. Je suis immensément gêné dans la vie. Ouais. Oh. Ouais. Écoute, je voulais quand même parler avant de passer à autre chose. Cette série-là a gagné plusieurs prix. Une autre série, 6 degrés, qui a remporté plusieurs honneurs. Et puis, on en a parlé tantôt parce que Chouchou qui a gagné le meilleur texte aux Gémeaux en 2023, c'est pas rien. Ouais. Ça, c'est une série aussi, c'était pas facile parce que là, on parlait d'une relation... illégale et illicite entre une professeure et son élève, donc secondaire 5. Moi, ce qui m'intéressait dans la série, c'était évidemment que je condamnais le geste de Chanel, le personnage principal, mais j'avais envie qu'on déploie notre empathie critique, qui est un concept que je venais tout juste d'apprendre. C'est-à-dire qu'on peut apprécier un personnage même s'il a fauté. Ouais. Et de ne pas non plus... Moi, c'est les zones d'ombre qui m'intéressent beaucoup en général. Et là, je me suis payé la traite dans la grisâtre, toutes les nuances de gris. Et j'avais envie qu'on s'attache aux deux personnages principaux. Puis je pense que ça a été plutôt réussi parce qu'on m'en parle encore beaucoup aujourd'hui. Non, on déteste pas Chanel. On déteste pas On Chanel. n'est pas content de ce qu'elle a fait, mais on déteste pas. D'ailleurs, j'ai regardé sur Apple TV une série qui s'appelle Disclaimer, Révélé, où c'est avec Kate Blanchett qui joue le rôle d'une femme qui a une rencontre avec un homme plus jeune. Et puis, on pense au départ que c'est quelque chose et c'est autre chose par la suite. Et c'est justement cette empathie critique. Quand on arrive à la fin, c'est quelque chose. Là, en fait, on va pas divulgacher. Je regarderai ça. On va pas divulgacher. En plus d'écrire, tu joues dans tes séries, tu es chroniqueur à la radio, à la télé, comme j'ai dit. Ah oui, tu fais la split? Est-ce que tu as fait encore? Je la fais moins. La pandémie m'a... Tu sais, on dirait... Mes jeans sont toutes perforés, là, donc je me suis un peu calmé la split, mais je danse encore un peu chez moi. Bon, je dis ça parce qu'on a l'impression que tu as tous les talents. Puis là, je viens de lire ton plus récent livre. Je suis tellement content de le dire. C'est toi qui le dis, que t'es gnochon dans la cuisine. Je t'ai trouvé un défaut. Ah mon Dieu, j'en ai tellement plein. Denis Martin, j'en ai plein des défauts. Mais moi, j'étais tellement content parce que je suis pas mal bon en cuisine. J'ai quelque chose qu'il n'y a pas. Tu me clanches, c'est sûr. Alors, Ma vie au micro-ondes, qui est
vraiment assez spécial. Une espèce de mélange, je ne sais pas dire livre de recettes, mais pas tant que ça, mais... Moi, j'aime dire, tu sais, en sous-titre, c'est un récit d'infortune culinaire. Ouais. Puis je trouve que ça représente bien. Puis tu sais, moi, j'aime les buffets. J'en parle d'ailleurs dans le livre à quel point que je suis mal à l'aise dans un restaurant quand on me sert avec déférence. Ça me met mal. Je préfère me servir moi-même dans un buffet. Et le livre en soi, il est comme un buffet. C'est-à-dire qu'on est dans des textes très autobiographiques, dans des récits, mais il y a aussi de la poésie. Il y a du théâtre. Il y a Jeanne Benoît qui débarque dans ma cuisine comme une cheerleader pour venir me motiver à, tu sais, avoir l'empouvoirment, là, tu sais, à prendre possession de ma vie et de ma cuisine. Donc, il y a de tout dans ce livre-là. C'est toujours intéressant parce que tu es encore tu es dans l'autofiction aussi là-dedans parce Oui. que tu révèles certaines choses et j'avoue que tu sais, on peut s'identifier à ce personnage. Mais tant mieux. Tant mieux si on peut démocratiser la gnochonnerie en cuisine que je rentrer dans ma sec de poche. Écoute, je regardais mon four micro-ondes avec une autre appréciation à la lecture de ce Mais livre. parce que je parle beaucoup de la touche popcorn. Oui. C'est vraiment la touche qui est la plus... tu sais, c'est comme instinctivement tout ce que je mets. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mangé pour dîner un restant de chili que j'avais donc ton chum cuisiné. est à l'extérieur pour Oui, cette semaine. exactement. c'est ça. Alors, quand mon amoureux n'est pas à la maison, je dois cuisiner moi-même. En fait, je fais des restants. Je cuisine au micro-ondes et j'appuie juste sur la touche popcorn, qui est la touche avec laquelle je suis à l'aise. Bon, on va arriver pour parler de ce fameux séjour à l'émission Big Brother Célébrité. D'abord, je vais tout de suite t'avouer quelque chose, je vais être transparent. J'ai été surpris d'apprendre que tu avais dit oui à ça. Ouais. Puis je vais le dire, là, je suis pas très télé-réalité. Et celle-ci en particulier, parce que moi, Simon, je me dis, une émission qui fait l'apologie de la manipulation, de l'intimidation, j'ai de la misère avec ça. Comment t'as abordé cette émission-là, toi? OK, il faut savoir qu'à la base, je suis un gars très ludique. Moi, ce que j'aime le plus dans la vie, encore plus qu'écrire, je pense que c'est de jouer à des jeux. Des soirées de jeux, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc, jouer, c'est par définition le mot que j'embrasse le plus. Je joue à l'écrivain quand j'écris, je joue dans les séries que j'écris, dans les pièces de théâtre aussi. Donc, le jeu, les quiz en général, c'est ce que j'aime le plus. On m'avait abordé dans les dernières années, puis j'avais refusé parce que je suis pas quelqu'un de stratégique et je me voyais pas devoir évincer du monde. C'est pas quelque chose dans ma grille de humaine, ça se peut pas. Mais en même temps, je suis un téléspectateur de ce genre d'émission-là. J'aime ça regarder les traîtres, j'aime ça regarder des émissions où ça s'entre-déchire. J'étais un bon public pour ça. Je me projetais pas du tout dans l'émission. Sauf que ce qui s'est produit l'an passé, il y avait à l'émission Joëlle Paré-Beaulieu, qui était ma coloc à une certaine époque et ma collègue de classe. On était dans la même classe à l'école de théâtre. Puis là, je me suis comme projeté dans son clan, dans son année, puis j'aurais été son coloc pendant quelques mois et j'ai eu une grosse bouffée de nostalgie. J'avais envie d'être dans la gang, puis comme je suis beaucoup dans ma sauvagerie d'auteur depuis quelques temps, je suis beaucoup dans ma bulle, je m'ennuyais de ça, de revivre la cohorte. Et donc, quand je suis allé faire une émission qui s'appelle Les gérants d'estrade, c'est juste après Big Brother, je suis allé parler de Big Brother et là, le producteur, je dis j'ai presque regretté d'avoir dit non cette année. Il me dit, mais tu sais qu'on le refait l'an prochain. Je dis, oui, mais je pourrais pas toffer pendant 3 mois, mais toffe le nombre de temps que tu peux. Puis là, je dis, mais je suis pas stratégique. Ben, c'est pas grave, on veut plein de joueurs différents. Je dis, mais je suis pas bon pour mentir. C'est pas grave, tu mentiras pas. Et j'y suis allé en sachant que ça sera un fiasco. Parce que j'aime les fiascos. Moi, je les embrasse, les fiascos. Donc, je me suis dit, ça va être un peu catastrophique, mais ça va être drôle. Je vais avoir du plaisir. Je vais jouer autant que je peux. Mais je vais surtout me faire des amis. C'était ça mon plan, me faire des amis. Ben, Denis Martin, ça a marché. Je me suis fait de nouveaux amis pour vrai. Des gens qui sont loin de mon univers. Notamment... Pour vrai, François Lambert, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans la maison. Fred Ski, qui est une athlète paralympique. Je l'aurais jamais connu dans la vie. Puis là, on a tricoté un lien qui est sérieux, qui est sincère. Donc, je ne regrette absolument pas. Puis je sais que j'ai pas été le joueur plus stratégique, loin de là. J'ai même été parfois très poche. Mais j'ai pas tout compris. T'es pas sorti, comment on va dire, magané ou traumatisé? Pas tellement parce que je m'attendais à ce que ça soit un peu ridicule. Donc, j'ai parlé tantôt de mon ambition. Ben, mon ambition dans le jeu était pas très grande. Tu sais, quand on m'a demandé combien de semaines je crois rester, j'ai nommé, je pense, 3 semaines.
J'en ai fait 6. 6 Pour moi, semaines. c'est déjà une victoire d'être Ben oui, resté puis si longtemps. c'est beaucoup d'argent, c'est 7 000 $ par semaine que j'ai appris. C'est beaucoup d'argent et le côté négatif, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de la création pour moi, c'est important. Oui. Puis là, ça, j'ai mis ça en dormance. Donc, c'est peut-être, j'étais heureux de sortir pour retourner à mon clavier pour pouvoir créer à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ton clavier, les projets qui se préparent? Là, je travaille de façon assez effervescente encore sur une nouvelle série qu'on va tourner en septembre. Wow. C'est avec l'équipe de Chouchou. Donc, on fait encore un 8 fois 1 heure pour Crave et ça va s'appeler Je te tiens. Et c'est un hommage, je te dirais, à tous les films des années 90. C'est les suspens un peu comme Mrs. Cherche le nom, là, avec Kathy Bates, Misery. Alors moi, j'avais beaucoup aimé Misery, La main qui berce l'enfant. Donc, c'est des films entre 89-90 qui m'ont beaucoup marqué. Donc, c'est un vrai suspense. Et c'est dans un milieu qui est encore un peu terrain glissant. C'est sur les travailleurs du sexe, dont une jeune femme qui fait de l'assistance sexuelle. Moi, je crois que tous les gens devraient avoir accès à la tendresse, à l'intimité. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça. L'assistance sexuelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour aider des personnes souvent en situation de handicap moteur. Qui ont des limitations. Donc, les gens qui n'ont pas accès nécessairement. Et donc, c'est des travailleurs du sexe qui sont un peu spécialisés. Voilà. Donc, je trouve que c'est un terrain intéressant. Ben Simon, on va avoir hâte de voir cette série, donc, M'infiltrer dans ta vie et... Je te tiens. Puis là, présentement, il y a mon livre qui me rend bien heureux. Merci beaucoup, Simon Boulris. C'est un plaisir. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. Fierté Montréal va dévoiler sous peu sa programmation estivale, puis on nous en révèle parfois des brides, c'est super intéressant, on a hâte de voir ça promet. Donc une bonne édition pour 2025, puis il faut dire là, que des bonnes éditions, on en a besoin avec la COVID, puis on va le rappeler, cette espèce de défilé qui n'a pas eu lieu en 2022, puis le coup d'éclat pro-Palestine l'an dernier lors du défilé. Puis là, il y a un nuage à l'horizon, celui d'organismes, dont celui qu'on vient d'entendre récemment, le Réseau des lesbiennes du Québec, qui se retire de Fierté-Montréal. Ça arrive au moment où il y a des changements majeurs qui ont lieu à Fierté-Montréal, notamment dans sa gouvernance. Alors, on reçoit Simon Gamache, directeur général de Fierté-Montréal. Merci, Simon, d'être là. Pas facile de donner des entrevues ces jours-ci pour toi, j'imagine, hein? Ben oui, mais merci de m'accueillir. Ben, écoute, c'est important, il faut en parler. Ben, avant de parler de ce changement de gouvernance, parce que je pense que c'est important, oui. Un peu plus tôt dans l'émission, on a reçu Samia Lemrini, qui est présidente de Helem, un des groupes qui critique Fierté Montréal, des critiques sévères, et même si Fierté s'est expliqué dans une lettre ouverte il y a quelques mois. Sur quoi, selon vous autres, à Fierté, ça repose ce conflit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ben, en fait, je voulais qu'on parle de la gouvernance plus tard, mais je vais l'apporter tout de suite. Parce que c'est relié, oui. Ben, on peut dire que c'est relié. La chose, c'est que Fierté Montréal est en transformation profonde depuis quelques années. Puis une décision qu'on a prise justement, c'est d'ouvrir la porte aux groupes communautaires LGBTQ+. Puis je suis très conscient, on n'est pas les premiers à faire ça, là. Fierté l'a fait avant, Diversité l'a fait avant. On n'est pas en train de réinventer la roue. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est que le membership de l'organisation, donc les membres à l'Assemblée générale, on veut l'élargir ça. Donc, on est passé, moi, quand je suis entré en poste, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient membres de l'organisation, qui élisaient le CA. Maintenant, on a 133 organisations membres. Une différence, oui. Et ça, on est au début de ça. C'est le 26 mai 2023 qu'on a adopté les règlements généraux. Maintenant, ça fait 1 an et demi que le membership est en place. On est au début de quelque chose. Et pourquoi qu'on a fait ça? C'est qu'on veut que, justement, les groupes communautaires, et ce sont les groupes communautaires qui ont la voix à l'Assemblée générale. Il y a plein d'autres types de membres, des membres alliés, tout ça, mais ce sont les groupes communautaires qui peuvent voter à l'Assemblée générale. Et pour les changements, oui, Fierté Montréal peut amener des changements. On le fait en rebâtissant la gouvernance, mais après, c'est aux membres de s'approprier ça et de nous dire ce qu'ils veulent, comment ils veulent faire, comment ils veulent que la fierté évolue à Montréal. Je le dis tout le temps, la fierté n'appartient pas à Fierté Montréal. À ce moment-ci de l'histoire, à Montréal, on est l'organisation qui porte ça. Mais ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas à Simon Gamache. Certainement pas. Alors, Samia, j'ai entendu l'entrevue tout à l'heure, mais c'est fondamental. Et ce que je trouve dommage présentement, des groupes qui disent on va se retirer de Fierté Montréal, claquer la porte,
Est-ce qu'on a essayé de se parler? Dans certains cas, oui. Dans certains d'autres cas, non. Puis je peux te dire, le RLQ, on l'a déjà contacté, puis on va les rencontrer dans quelques jours. Tu sais, on a fait ça. Parce que c'est quand même énorme. C'est le réseau des lesbiennes, c'est la moitié pratiquement des personnes queer, finalement. Ben, c'est important, c'est très important. Donc, puis on prend très au sérieux ce que le RLQ ont dit. Donc, c'est pour ça qu'on les a contactés tout de suite. On veut les rencontrer. Mais il faut parler ensemble. Puis, une chose qui est des gens qui sont déçus, pourquoi Fierté Montréal ne parle pas, c'est parce qu'on est en train de mettre des choses en place. On est en train de mettre des choses en place, puis on n'ira pas fonctionner nécessairement sur les réseaux sociaux. Quand on va parler, est-ce qu'on va avoir quelque chose de clair à dire? Donc, moi, ce que je trouve dommage présentement, c'est que les réseaux sociaux sont très utilisés sans vraiment... C'est comme si le dialogue passait par les réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup au dialogue. Le dialogue, c'est un à un, une à une. Des fois, la diplomatie, c'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux que ça se passe. Mais Samia nous disait qu'il y a eu plusieurs essais ou tentatives de communication et ça n'a pas été concluant. À qui la faute à ce moment-là? Bien, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur que devrait faire Fierté Montréal. Nous, ce qu'on se dit, c'est notre mission, c'est d'amplifier les voix des communautés. Il y a plein de manières de le faire. Il y a le festival, évidemment. Donc, les artistes prennent les scènes et peuvent passer des messages. Puis ça, c'est un artiste a un message souvent politique à passer. Et je peux te dire, l'année passée, sur le Haut Festival, des prises de position pro-Palestine, il y en a eu partout. C'est parfait. Donc, c'est parfait. L'artiste doit le faire et il l'a fait. Nous, l'année passée, dans le défilé, on voulait qu'LM soit là parce que c'est LM de porter le message. Nous, on ne pense pas que c'est à Fierté Montréal de passer ces messages-là. On travaille avec tellement de groupes, on travaille avec près de 200 groupes communautaires LGBT et qu'on ajoute, c'est plus de 300 parties prenantes. Ces gens-là veulent faire avancer les choses, donc parler. Donc, puis souvent, on reproche à Fierté Montréal de parler de tout. Puis pourquoi Fierté Montréal dit ça alors que ça devrait être nous? Fait que non, on va pas s'argumenter au maximum. On veut que les groupes parlent et on veut qu'ils utilisent la plateforme. Et il y a certains groupes pour qui, présentement, c'est pas suffisant. Puis c'est correct, on le prend, puis ça amène c'est des débats très sains, nous, à l'interne, là, présentement. On n'est pas en train de se dans notre tour d'ivoire et dire non, c'est correct, on ne va rien changer. C'est pas ça du tout. Ça force une réflexion à l'interne, puis c'est bien. Fierté Montréal a besoin d'être challengé. On est, en termes de ressources, le plus gros organisme LGBTQ au Québec, certainement, et même au-delà de ça. Donc, oui, on est attaqué, puis en même temps, on est comme, ben oui, ça vient avec la nature de l'organisation. Donc, tout ce qui sort vraiment est pris au sérieux. Ça force des conversations. Mais puis l'affaire, je vais le dire, c'est que la majorité des groupes nous parlent directement, puis c'est des dialogues, tout ça. Mais on aimerait ça que certains groupes, il y a certains groupes peut-être qui nous parlent moins, qu'on aimerait parler plus. C'est sûr qu'on a un travail aussi à faire là-dedans. Là. Ouais. C'est là où on est en ce moment. Bon, écoute, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je veux qu'on parle d'autre chose, mais il y avait quand même des accusations sérieuses. Oui. Moi, j'ai le non-respect de certains contrats, des artistes issus de groupes minoritaires qui disent qu'ils n'ont pas été payés. Et puis l'impression que Fierté Montréal devrait prendre position sur le génocide à Gaza. Oui. Bien, c'est sûr, regarde, pour la question des artistes non payés, non. Tout artiste qui a été mis sous contrat par Fierté Montréal a été payé. Ça c'est sûr et certain. Mais il y a d'autres accusations plus graves. Puis ça, on est en train on fait un travail avec le conseil d'administration présentement. On va le faire comme il faut, on le prend très au sérieux. Puis, on a convoqué une rencontre là, avec des groupes communautaires dans une semaine. Donc, on va présenter le résultat de notre travail, mais on ne l'improvise pas. Bon, on va revenir aux changements importants dans la gouvernance. Oui. Pourquoi cette transformation était-elle nécessaire? Bien, c'est ça. C'était vraiment de redonner la voix aux groupes communautaires. Comme je disais tout à l'heure, la fierté n'appartient pas à Fierté Montréal, elle appartient aux communautés. C'est un lourd fardeau que nous, on porte, puis on le prend très au sérieux. Donc, c'était la première chose, mais aussi, c'est qu'on travaille avec un paquet d'organisations. Oui, il y a des groupes communautaires, mais il y a des entreprises privées, il y a des institutions, il y a des groupes artistiques, il y a plein de choses. Et nous, on a ce privilège-là, comme organisation, de parler à tous ces groupes-là. Mais ces groupes-là ont un point en commun. Puis c'est dur de trouver un point en commun des communautés, mais le point en commun, c'est que tout le monde veut l'avancée des droits et non leur recul. Puis ça va un groupe LGBTQ+, dans une entreprise jusqu'à un groupe militant. Mais nous, on veut que tout ce monde-là se rencontre.
Puis c'est le réseautage, le membership, c'est ça, mais aussi on veut que les gens réseautent, que les gens se rencontrent. Puis entre autres, on a fait 3 événements depuis qu'on a créé le membership. Il y en a eu un qu'on a fait il y a 2 mois, c'était formidable, là. On a fait des speed meetings entre des organisations qui ne se seraient jamais rencontrées. Puis c'était super positif, là. Tout le monde est sorti de là vraiment heureux, parce que wow, j'ai rencontré du monde que je n'avais jamais rencontré de ma vie. Puis c'est pas parce qu'un autre avec une organisation qu'un autre de nos membres ne devrait pas travailler avec. Cette refonte de la gouvernance-là, oui, elle est d'un point de vue juste purement gouvernance à l'Assemblée générale, mais aussi comment mettre tout le monde ensemble pour faire avancer les choses. Je n'ai pas beaucoup de temps qui reste, mais j'aimerais juste m'assurer, avec la croissance du festival, là, comment garder un lien fort avec les luttes communautaires et éviter de faire de la fierté de surface ou d'avoir une fierté qui devient peut-être trop commerciale. Ah, mais c'est un défi énorme. C'est le défi énorme de Fierté Montréal, c'est qu'il faut travailler à tous les niveaux. Je le dis tout le temps, nous autres, on est financés par les gouvernements pour la culture, le développement économique, le tourisme. Donc, c'est comment faire ça. Mais nous, justement, dans le festival... Un festival, c'est quoi? C'est de la découverte. Hein? C'est ça le but d'un festival, c'est de découvrir. Il y a des artistes établis, il y a des artistes émergents, puis aussi des agents d'artistes qui sont présents, du public qui découvre des nouveaux artistes. Donc, il y a tout un travail qui se fait justement d'identification du nouveau talent, et puis on le fait. Quand on a presque 300 artistes dans le festival, donc il y a des artistes émergents, des artistes mi-carrière, il y a des artistes plus loin, puis entre autres Fierté littéraire est là qui fait un travail aussi. Oui, pour les besoins de la cause, par transparence, je suis directeur artistique de Fierté littéraire qui travaille aussi avec Fierté Montréal. Simon, il me reste quelques secondes. J'ai interviewé récemment Fadi Daguerre, chef de police de Montréal. Oui. Est-ce qu'un jour, ces gens-là vont finir par... pouvoir défiler? Bien, encore une fois, tu vois, tu me parles de ça, mais tu sais, il y a des groupes qui sont complètement opposés à ça, puis d'autres qui le sont. Et justement, c'est par le membrariat, le membership de Fierté Montréal, j'espère qu'on va arriver là. Et le comité LGBTQ+ du SPVM est dans le membrariat. Et la dernière fois, au réseautage, il y a quelques semaines, ils étaient là, ils ont rencontré des groupes communautaires. Il faut qu'ils se parlent. Merci beaucoup, Simon Gamache. Ça fait plaisir. Et on va annoncer d'ailleurs la programmation de Fierté Montréal le 22 mai prochain. Alors, nous ne serons plus en ondes, mais pas grave, on va en parler d'une autre façon. Je remercie donc toute l'équipe qui travaille avec nous aujourd'hui. Godéric Traub et Marie Massé à la recherche. Merci à l'équipe de Canal M, Maurice Bolduc qui assure la mise en onde à la régie ici, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne. Un coucou à Marjorie Théodore, notre présidente et directrice générale de Vues et Voix. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. J'allais me mêler de titres. À plus!